Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Et voici le sommaire de ce journal. Ne pas laisser le Hamas refaire surface. Sous couvert de cessez-le-feu, le bras de fer entre Tsahal et le mouvement terroriste ressemble de plus en plus à une course-poursuite. De récentes images confirment la rapidité avec laquelle le Hamas reconstruit certains de ses sites phares, hôpital Shifa ou université islamique. Objectif, montrer qui est le patron et qui contrôle le territoire. En face, l'armée israélienne poursuit ses raids dans le sud de la bande de Gaza, alors que 2 corps d'otages manquent encore à l'appel. Le point sur une situation tendue et sur l'absence d'horizon pour le plan de Donald Trump. Côté politique, la demande hier de grâce présidentielle de Binyamin Netanyahou bouleverse les repères. Derrière la manœuvre du Premier ministre, un double péril, celui d'un retour aux urnes et celui d'une implosion du fameux compromis sur l'enrôlement des orthodoxes. C'est la cohésion au sein de la coalition qui est mise à rude épreuve. Plusieurs députés du camp Bibi refusent aujourd'hui de voter le texte. Pendant ce temps, à la présidence, l'entourage d'Yitzhak Herzog dit étudier sérieusement cette possible grâce. On prévient toutefois que seul l'intérêt national prévaudra. Et puis l'ultime étape du déploiement du système d'interception laser Or-Etan, une prouesse en forme de concentré du savoir-faire israélien qui sera enfin livré à Tsahal d'ici la fin du mois. Ses concepteurs voient plus loin et annoncent déjà des capacités appelées à monter en puissance. En ligne de mire, les missiles balistiques iraniens, défi suprême pour le pays et pour l'ensemble de la région. Gros plan tout à l'heure sur une industrie militaire à l'aube d'un virage nouveau et décisif. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Reconstruction accélérée, manœuvre diplomatique et tensions persistantes sur la restitution des corps d'otages à Gaza. On le voit, les jours passent et le surplace du plan Trump ne fait apparemment qu'envenimer la situation. On va se rendre tout de suite aux abords de la bande de Gaza. Déborah Benayoun en direct du sud d'Israël avec nous. Bonsoir Déborah, notre envoyé spécial. Un point factuel tout d'abord avec vous. 2 terroristes éliminés tout à l'heure après avoir franchi la ligne jaune. Et puis toujours ces 2 corps donc, qui manquent à l'appel. Bonsoir David, effectivement les recherches ont repris aujourd'hui, notamment dans le nord de la bande de Gaza, dans le camp de Jabalia, puisqu'une délégation du Hamas et de la Croix-Rouge ont donc repris les recherches ce matin pour retrouver donc les corps des 2 derniers otages, un Israélien Ran Gvili et un travailleur agricole thaïlandais Zuntisak Rintalak. Alors il y a eu un peu de confusion cet après-midi, puisqu'aux alentours de 14h30, il y avait des indications qui disaient qu'a priori il y aurait peut-être une restitution de corps aux alentours de 17h. Et puis quelques instants après, démenti quasi immédiat de la part des responsables israéliens disant qu'il n'y aurait pas de restitution aujourd'hui. Évidemment, pendant ce temps, les familles, elles, attendent toujours. Celle de Ran Gvili demande de ne pas avancer vers la phase 2 de l'accord tant que les 2 otages ne sont pas restitués. Et puis, elle a aussi annoncé la fin des rassemblements hebdomadaires le samedi soir, des rassemblements qui étaient organisés depuis quasiment le début de la guerre, depuis 2 ans, sur la place des otages à Tel Aviv. À la place, il s'agira de rassemblement de Kabbalat Shabbat chaque vendredi. Et puis un dernier mot en ce qui concerne la bande de Gaza, puisqu'on a appris que Tsahal avait éliminé le chef de la Nourba du djihad islamique au sein de la brigade de Gaza, qui était responsable du massacre le 7 octobre à Nahal Oz, une frappe qui date du 22 novembre dernier, mais dont on a eu la confirmation par Tsahal ce soir, puisque ce jour-là, il s'agissait d'une violation du cessez-le-feu. Des terroristes avaient ouvert le feu sur des forces de Tsahal qui ont donc riposté. Des violations d'ailleurs du cessez-le-feu qui se poursuivent, puisqu'aujourd'hui on a encore appris qu'il y avait eu 2 incidents dans le nord de la bande de Gaza, 2 terroristes qui ont été éliminés alors qu'ils tentaient de franchir la ligne jaune. Ouais, toujours autant d'activités et de provocations. Et puis Déborah, ce constat, on le disait, inquiétant, c'est que le Hamas reconstruit certains de ses fiefs en mode accéléré. Et oui, près de 2 mois après le début de ce cessez-le-feu, on voit qu'il commence à y avoir effectivement une forme de retour à la vie, une reconstruction de certaines infrastructures. Il y a des images qui ont notamment circulé ces derniers jours de certains lieux dont on a beaucoup parlé au cours de la guerre, notamment par exemple l'hôpital Shifa, qui est associé évidemment à la détention d'otages depuis le début de la guerre. Il y a des images qui montrent un bâtiment flambant neuf de l'hôpital Shifa. Il s'agirait a priori d'une maternité. Il y a aussi par exemple l'université islamique de Gaza où les cours ont repris. Il s'agissait au départ, ça a été longtemps considéré comme étant l'un des principaux bastions du Hamas dans la bande de Gaza, et donc les cours ont repris dans cette université. Et puis les lieux de prière également qui se remplissent également à nouveau. Et près de chacun de ces lieux, il y a toujours des gravats, il y a toujours des ruines, mais il y a véritablement une volonté de montrer qu'il y a un retour à la vie progressif dans la bande de Gaza. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un habitant de Gaza a été interrogé par les médias israéliens
israélien. Et il disait qu'il s'agissait en fait d'une campagne de sensibilisation du Hamas qui tente de montrer à Israël qu'il est présent et capable de reconstruire, une façon peut-être aussi de faire accepter sa participation dans la gestion du jour d'après, une gestion évidemment qu'Israël refuse catégoriquement. Opération reconstruction et communication, on comprend. Merci beaucoup Déborah Benayoun, en direct ce soir du sud d'Israël. On va voir aussi ce qui se passe en dessous de la surface de Gaza, notamment à Rafah, au sud du territoire, sur la centaine de terroristes piégés dans les tunnels. Il n'en resterait que quelques dizaines aujourd'hui. Le dossier avait mobilisé, on s'en souvient, certains grands acteurs diplomatiques, dont les États-Unis. Il semble que le refus de reddition décime peu à peu les rangs de ses membres du Hamas. Les précisions d'Alexandre Riahi. Il ne resterait plus que quelques dizaines de terroristes retranchés dans les tunnels de Rafah. Sahl estimait encore récemment entre 80 et 120 le nombre de membres du Hamas présents dans ces souterrains, situés sous la zone sous contrôle israélien. Lors des dernières opérations dans la région, l'armée a récupéré une quarantaine de corps à proximité des tunnels. Parmi eux, au moins 3 commandants du Hamas. Des analyses ADN ont en effet confirmé qu'il s'agissait bien de responsables terroristes des infrastructures souterraines du quartier de Janina. D'autres terroristes ont été capturés vivants et transférés pour interrogatoire. Selon les forces israéliennes, ils souffraient de faim en raison de leur impossibilité à se ravitailler. Une situation liée notamment à la fermeture d'un axe d'acheminement de l'aide humanitaire auquel les terroristes avaient accès jusque-là. Les membres du Hamas qui se sont rendus ont également confié aux forces israéliennes se sentir abandonnés par leur hiérarchie. Israël estime que les terroristes encore retranchés pourraient bientôt atteindre leurs limites. S'ils tentent de sortir pour se ravitailler, ils seront neutralisés ou capturés. S'ils persistent à rester dans les tunnels, ils risquent de mourir de faim. Pour Sahl, l'objectif est clair, épuiser les derniers hommes armés, provoquer l'effondrement de l'infrastructure militaire du Hamas à Rafah, tout en évitant des affrontements directs dans les tunnels. Selon plusieurs médias israéliens, une proposition de reddition a été présentée la semaine dernière aux terroristes piégés dans les tunnels, se rendre en échange d'une future libération à Gaza, à condition de renoncer à la lutte armée. Pour l'instant, le Hamas refuse la reddition. Au contraire, les terroristes continuent de sortir ponctuellement des tunnels pour tenter de fuir ou d'attaquer les unités de Tsahal. La situation verrouillée. On va solliciter notre expert défense qui est avec nous. Bonsoir Mathias Inbar. Alors Mathias, une situation qui est peut-être symptomatique de la détermination du Hamas à ne rien céder. C'est donc valable aussi, on le disait avec Déborah, en ce qui concerne la reconstruction de certains secteurs de Gaza. Là, l'objectif, c'est vraiment de démontrer que le Hamas conserve un certain contrôle du territoire, ce qui n'est pas tout à fait faux. Ce qui n'est pas tout à fait faux et ce qui déclenche l'ire de nombreux officiers de l'armée israélienne qui sont toujours en poste, également de la classe politique israélienne, parce que effectivement c'était une condition sine qua non. On ne peut pas reconstruire la bande de Gaza tant que le Hamas est au pouvoir et tant que le Hamas ne cède pas ses armes. Or, le Hamas sait qu'il détient ici des images de propagande lorsqu'il montre dans toutes les télévisions du monde et en particulier sur Al Jazeera, pour ne pas la citer, qu'il a réussi à restaurer l'hôpital Shifa, dont on sait pertinemment qu'elle a servi la base arrière du Hamas. Et pourquoi elle a servi la base arrière du Hamas? Parce que effectivement, on se pose beaucoup la question et on n'entend pas souvent la réponse. Et lorsque les terroristes du Hamas qui ont été arrêtés et interrogés par Tsahal donnent la réponse, c'est parce qu'il y avait sur place une électricité 24 heures sur 24 et surtout il y avait de l'internet. Et lorsque effectivement les grands de ce monde accusent Israël avant le 7 octobre et accusaient Israël de bafouer le droit élémentaire d'électricité des zones civiles de Gaza, eh bien on se rend compte que c'est le Hamas qui bafouait les droits des civils propres de la bande de Gaza en volant l'électricité qui était à destination des civils et à l'utiliser pour ses propres besoins opérationnels et tactiques. Donc aujourd'hui, le Hamas use et abuse de cette image de propagande parce qu'il y a une raison. En face, dans le sud de la bande de Gaza, au niveau de Rafah, vous savez, il y a cette évocation de ce Rafah vert. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Rafah vert. Ça évoque la zone verte à Bagdad, la zone sécurisée. C'est une idée de Ron Dermer. Il n'est plus, certes, ministre, mais c'est une idée qui fait son chemin. Ça voudrait dire, en quelque sorte, un Rafah vert. Ça voudrait dire que le Hamas n'existe plus à Rafah. Et face à cela, eh bien, le Hamas, encore une fois, comme je le disais, use et abuse
de ces images de propagande. Effectivement. Alors, autre élément, Mathias, qu'on va commenter avec vous, c'est le rôle de la Turquie. On en parle souvent, on connaît sa proximité avec le Hamas, évidemment, ça date pas d'hier. Mais là, on apprend qu'elle conseille directement le groupe terroriste sur la manière, justement, de négocier avec Israël. Oui, bien évidemment, on n'allait pas tomber de votre chaise, David, et personne va être surpris sur le double, voire triple jeu de Recep Tayyip Erdogan, des services de sécurité et de contre-espionnage turcs qui, normalement, sur le papier, devraient partager des renseignements avec Israël, et pourtant, dans les faits, eh bien, ils auraient conseillé, selon plusieurs experts et des sources qui ont été transmises à des médias israéliens, eh bien, le Hamas, tout simplement, de ne pas accepter de rendre le corps d'Adar Goldin, ou alors de le monnayer, plus exactement. Tant, auraient dit les Turcs, tant que les terroristes dont on vient de parler, eh bien, ne sont pas libérés ou ne sont pas graciés par Israël et remis du côté du Hamas, eh bien, le Hamas ne devait pas rendre le corps d'Adar Goldin. On voit bien, encore une fois, que la Turquie, qui, dans les derniers moments avant le cessez-le-feu, laissait partir des flottilles, tentait véritablement de défier les forces navales israéliennes. Les mots de Recep Tayyip Erdogan qui haranguait, qui attaquait verbalement Israël, on voit bien que la Turquie ne doit pas et ne peut pas jouer un rôle de stabilisateur dans la région. C'est complètement l'inverse. Ouais, rôle déstabilisateur. En effet, ça donne encore moins envie à Israël d'accepter la présence de la Turquie au sein de cette future force internationale. Merci beaucoup Mathias Inbar, notre expert défense, en direct ce soir pour cette analyse. Alors, encore un autre aspect, c'est l'argument selon lequel Israël ait fait subir une famine aux Gazaouis. On va se pencher sur ces nouvelles données intéressantes. Certaines sont indépendantes, d'autres sont émises par une entité qui est liée à l'UNICEF et qui déconstruit, vous allez voir, ce narratif. Bonsoir Mathieu Winding. Alors Mathieu, question sur la malnutrition. Que nous apprennent d'abord ces données? Alors David, ici c'est le rapport de l'IPC qui avait déclaré une famine à Gaza en août dernier qui se voit à nouveau remise en cause. L'IPC, c'est un organisme de surveillance de la sécurité alimentaire créé par les Nations Unies qui établit des indices, souvent des indices souvent très crédibles, sauf pour Gaza, où l'organisme qui avait déclaré une situation de famine en août dernier avait vu son rapport contesté dès la publication. Car on le rappelle, dans le rapport, une méthodologie spéciale avait été mise en place pour Gaza. L'organisme prenait également pour argent comptant les données émises par les institutions sous la coupe du Hamas. Et enfin, les deux auteurs du rapport célébraient on a vu deux auteurs du rapport célébrer le Hamas sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce sont les chiffres du GNC, le Global Nutrition Cluster, qui mettent à mal le rapport de l'IPC. C'est un organisme dépendant de l'UNICEF, donc pas de biais pro-Israël à redouter ici. Donc, ce rapport montre que les niveaux de malnutrition sont inférieurs à 23% et que le niveau de mortalité est bien inférieur à ce qui était annoncé. Donc pour Mark Zoshin, un analyste indépendant, spécialiste des rapports de l'IPC, il n'est pas question de nier une difficile situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais il affirme qu'il n'y a pas de volonté d'affamer la population gazaouie. Donc un rapport qui était sourcé par le Hamas est donc biaisé. Mathieu, maintenant, quelles conséquences pour cette mise à jour? Alors déjà, l'organisme de surveillance doit intégrer les nouvelles données. Il est logique qu'il revienne sur la classification de famine. Cependant, il ne l'a pas encore fait, prétextant d'une situation très volatile dans la bande côtière. Les dossiers de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice, se basent sur les rapports de l'IPC. Et par exemple, le dossier d'Afrique du Sud contre Israël inclut l'accusation de famine. Concernant la Cour pénale internationale, qui a mis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, dans les actes d'accusation, on reproche d'utiliser la famine contre des civils comme méthode de guerre. Donc, ces actes d'accusation pourraient tout simplement voler en éclats. On le rappelle, le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, avait martelé que la famine sévissait à Gaza. Maintenant, il est fort peu probable qu'Antonio Guterres revienne sur ses propos et présente à Israël ses excuses. Voilà, surtout qu'entre temps de mal est fait et l'image d'Israël a été une fois de plus écornée. Merci beaucoup Mathieu Winding pour toutes ces données. Et pour conclure ce chapitre sécuritaire, un mot aussi, c'est important, des opérations antiterroristes en ce moment qui ont été déclenchées par Tsahal la semaine dernière dans les territoires. Eh bien, elles se poursuivent. Raids et blocages et bouclages même dans le secteur de Toubas et dans le nord de la Samarie. À Naplouse, un terroriste recherché a été arrêté au cœur de la vieille ville. Le suspect, affilié au Fatah, est lié au groupe terroriste La Fosse au Lion et décrit comme dangereux et opérant depuis plusieurs mois. Allez, passons à l'édito maintenant de Christian Mallard.
Moyen-Orient, en pleine incertitude, les États-Unis ont averti l'Irak d'une intervention israélienne imminente au Liban. En parallèle, Donald Trump qui appelle à une relation durable entre Israël et la Syrie. Et en Syrie, justement, le nouvel homme fort, Ahmad al-Shara, poursuit son jeu trouble vis-à-vis de son voisin israélien, mais aussi du camp occidental. Bonsoir Christian Ballard, qu'on retrouve à Paris. Dans nos studios, notre consultant diplomatique. Alors Christian, celui dont les Occidentaux ont cru peut-être naïvement qu'il troquerait ses liens avec Daesh pour une transition démocratique dans son pays, eh bien il commence à déchanter. C'est ce que vous nous dites ce soir. Il faut se méfier des faux semblants. Ahmad al-Shara en est un. L'étiquette de Daesh lui colle toujours à la peau. Le dictateur ne se transformera sans doute pas en démocrate et restera vraisemblablement un ennemi d'Israël. Avec un tel personnage, le pire est peut-être à venir. Un conflit entre Israël, la Syrie et l'Iran semble peut-être même inéluctable. Israël donne de moins en moins de crédit à Ahmad al-Shara qui laisse le djihad islamique prendre racine en Syrie. Ahmad al-Shara joue un double jeu avec les Occidentaux. Il veut donner l'impression d'être fréquentable, mais en réalité, il ne l'est pas. En tout cas, les accords de paix, de sécurité escomptés avec la Syrie ne semblent pas être de mise. Le ministre syrien de l'information affirme, je le cite, « L'État syrien n'est pas en position de se laisser entraîner dans ce qu'Israël planifie à travers ses provocations. Pour l'État syrien, Israël veut établir une rampe de lancement visant à menacer ses voisins. Maintenant, il faut voir que si Israël laisse l'Iran et la Syrie s'organiser militairement, il ne pourra pas accepter d'être encerclé. Depuis la chute de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, à laquelle il a contribué avec son parrain, le frère musulman turc Recep Erdogan, Ahmad al-Shara a eu plus de bas que de haut dans ses contacts avec les Occidentaux. Aujourd'hui, les tensions sont croissantes entre la Syrie et Israël, au sud de la Syrie, près des hauteurs du Golan. Le but de la Syrie à présent est de reconstruire le pays sans la guerre à sa porte. Mais les différends avec les Druzes, soutenus par Israël, et les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis à l'est de la Syrie rendent la situation des plus explosives. La Syrie au carrefour, évidemment, de ces enjeux. Merci beaucoup, Christian Ballard, depuis nos studios parisiens ce soir. Allez, on va faire un petit détour par Washington également, parce qu'on a appris ce soir qu'il y a eu un entretien téléphonique, un de plus, entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump. Bonsoir, Antoine Lard, qu'on retrouve en direct de Washington. Antoine, que sait-on précisément? Il serait question d'une nouvelle invitation à la Maison-Blanche devant laquelle vous êtes. Oui, alors pour le moment, il y a seulement le bureau du Premier ministre israélien qui a communiqué autour de ce coup de fil et qui indique que les deux hommes ont parlé essentiellement de la situation à Gaza, de l'importance de désarmer le Hamas, de délimitariser la bande de Gaza et d'élargir les accords de paix. Le bureau du Binyamin Netanyahou indique aussi que Donald Trump a invité le Premier ministre israélien à se rendre prochainement à la Maison-Blanche. Aucune date n'est communiquée pour le moment. Alors, pour le moment, du côté des Américains, on n'a pas encore fait de compte-rendu de ce coup de fil. Il y a probablement un autre sujet qui a été évoqué et qui est passé sous silence par Binyamin Netanyahou dans ce communiqué. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe en Syrie. Vous savez que depuis la chute de Bachar el-Assad, l'armée israélienne multiplie les incursions dans le sud de la Syrie. Et vendredi dernier, une opération militaire israélienne a fait de nombreuses victimes en Syrie, 14 morts, plusieurs dizaines de blessés, notamment des civils. Et tout cela ne plaît pas du tout à Donald Trump. Il l'a fait savoir d'ailleurs ce matin dans un message sur son réseau social. Trump dit que sous la direction du nouveau président syrien al-Shara, le pays va dans la bonne direction et il demande à Israël, je le cite, de maintenir un dialogue solide et sincère avec la Syrie. Il demande aussi à l'État hébreu de ne rien faire qui puisse entraver l'évolution de la Syrie vers un État prospère. Donc on peut imaginer que Donald Trump a également parlé de ce sujet tout à l'heure au téléphone avec Binyamin Netanyahou. On peut aussi imaginer qu'il ait dit les choses de façon un peu moins diplomatique que dans ce message. Trump pousse pour que Israël et le Hamas Damas concluent un accord de sécurité. Pour le moment, les négociations sont au point mort. Le nouveau gouvernement syrien demande d'abord que Israël se retire de la zone tampon au sud de la Syrie, ce qu'Israël refuse de faire. Donc pour le moment, ça n'avance pas, aux grandes dames de Donald Trump, qui s'entend très bien
bien avec le nouveau président syrien. Vous savez qu'il a été reçu ici à la Maison-Blanche il y a quelques semaines et Donald Trump veut tout faire pour que ce nouveau président syrien réussisse et notamment réussisse à conclure un accord de sécurité avec Israël. Dans la tête de Donald Trump, c'est un premier pas vers un élargissement des accords d'Abraham avec potentiellement la Syrie qui pourrait s'engager sur cette voie, même si évidemment pour le moment on en est encore très loin, mais c'est ce que souhaite réaliser Donald Trump. Ouais, très important apparemment donc pour Donald Trump ce rapprochement Israël-Syrie. Merci beaucoup Antoine Hollard en direct ce soir de Washington, la Maison-Blanche avec 7 heures évidemment de décalage. Allez, notre page politique à présent. Depuis hier et la demande officielle de grâce présidentielle de Binyamin Netanyahou, on assiste à un remue-ménage politique. Les scénarios sont décortiqués, mais le dernier mot reviendra à Yitzhak Herzog, le président, qui fait savoir que c'est l'intérêt national qui guidera ses décisions. Il dément vouloir conditionner sa grâce à un retrait de la vie politique du Premier ministre. Les derniers rebondissements avec Mathieu Winding. Ce matin à Tel Aviv, devant le tribunal où le Premier ministre comparaît pour 3 affaires, des manifestants veulent faire entendre leur voix. Ils ne sont pas nécessairement contre une grâce présidentielle pour Benjamin Netanyahou. Qu'il avoue ses crimes, qu'il reconnaisse sa culpabilité et sa responsabilité, puis qu'il demande pardon. La demande de grâce déposée hier a suscité l'indignation des membres de l'opposition et de certaines ONG. Un nombre d'Israéliens a manifesté leur soutien à Benjamin Netanyahou. Ils disent vouloir passer à autre chose. Je ne suis pas favorable à une grâce pour le Premier ministre, car je considère qu'il devrait être déclaré innocent, étant donné que les affaires sont abandonnées les unes après les autres. Un sondage de la chaîne Cannes montre une société divisée. 38% sont pour la grâce et 43% contre. Selon une autre enquête d'opinion, 42% des sondés sont contre la grâce si elle n'est pas conditionnée à une démission du Premier ministre. Naftali Bennett, le principal rival de Benjamin Netanyahou dans les sondages, dit être en faveur d'un accord contraignant qui prévoit un retrait respectueux de la vie politique parallèlement à la fin du procès. Sur i24 News, la ministre Idit Silman prédit des sanctions américaines si la grâce n'est pas accordée. Je pense que oui, le président Trump va devoir aller plus loin et prendre de nouvelles mesures. Et cela pourrait inclure des sanctions, imposer des sanctions sur des hauts fonctionnaires du système juridique. Interrogé par la 12e chaîne, un ancien avocat du Premier ministre estime que la demande de grâce présidentielle ne pouvait être accordée avant que celui-ci n'ait reconnu sa culpabilité dans le cadre de son procès pour corruption. Une grâce est accordée à un délinquant, c'est ce que stipule la loi. La demande de grâce doit être étudiée par le président d'Israël. Hier soir, devant son domicile Tel Avivi, des manifestants s'étaient rassemblés pour faire pression sur Yitzhak Herzog. Le chef de l'État d'Israël a démenti les informations selon lesquelles il n'accorderait son pardon que sous certaines conditions, comme un accord entre la justice et Benjamin Netanyahou ou son départ de la scène politique israélienne. Yitzhak Herzog va solliciter un avis juridique avant de commencer sa réflexion, dont l'aboutissement pourrait prendre plusieurs semaines. Dans un communiqué, il promet aujourd'hui, face aux passions suscitées par la demande de grâce, de faire passer en premier l'intérêt de l'État. Et la route est longue. Et entre-temps, c'est le parti pris tout de suite de cette édition. Direction la Knesset, le Parlement israélien à Jérusalem. Bonsoir dans Raven Sapir, vous êtes en direct de la capitale. Vous allez bien nous dire quelle direction est en train de prendre là ce dossier du procès Netanyahou avec cette demande de grâce et si le Premier ministre manœuvre comme souvent tel un équilibriste, voire un funambule. Oui, bon, écoutez, c'est un parti pris, cette rubrique, donc je vais prendre position d'une manière qui va peut-être vous surprendre, David. Je suis pas personnellement opposé à ce que le procès Netanyahou prenne fin, parce que oui, comme le dit le Premier ministre, c'est un procès qui divise la société israélienne, qui fatigue la société israélienne, qu'on n'a pas besoin de ces divisions et de cet état de fatigue. Mais Benjamin Netanyahou demande à être gracié alors qu'il n'a pas été condamné. C'est tout de même un petit peu étrange, puisque la loi prévoit que le président peut effectivement gracier, mais gracier des délinquants, en d'autres termes, des personnes qui ont été inculpées et condamnées, reconnues coupables. C'est pas le cas de Benjamin Netanyahou, puisque le procès est en cours. Alors, dans l'entourage du Premier ministre et les partisans du Premier ministre rappellent qu'il y a tout de même un précédent. C'est l'affaire du bus 300. C'était dans les années 80. Des agents du Shin Bet, du Shabak, avaient tué des terroristes palestiniens qui avaient détourné un autobus, alors que ces terroristes ne représentaient plus aucun danger, qu'ils avaient été au préalable faits prisonniers. Il n'y a pas eu de procès. Le président Herzog, le père, Chaim Herzog, avait gracié les agents du Shin Bet, mais ces agents avaient reconnu leur responsabilité, leur culpabilité,
et puis ils avaient renoncé à leurs fonctions. Or, Benyamin Netanyahou ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés par le parquet, et puis il n'envisage pas, bien au contraire, dans le texte qui est envoyé au président de l'État, il n'envisage pas une seule seconde de renoncer à ses fonctions. Vous le soutenez pour mieux l'enfoncer. Dror, autre dossier qui accapare l'attention en ce moment, c'est l'enrôlement des jeunes orthodoxes, on le sait bien. Et puis là, on voit qu'il y a des fissures béantes apparemment au sein de la coalition. Est-ce que là aussi, vous vous rangez derrière le Premier ministre ? J'y crois moins. Écoutez, David, on savait qu'il y avait des députés de la coalition parlementaire, de la coalition gouvernementale, qui étaient opposés à la loi en l'état. La loi telle quelle, le projet de loi avancé par Boaz Missou, le président de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, parce que c'est un projet de loi qui est trop conciliant de l'avis même de quasiment tout le monde, y compris et surtout de l'avis des responsables militaires, qui ne parviendra pas à combler non seulement l'écart et les besoins en ressources humaines de l'armée qui sont considérables, mais également à mettre un terme à cette injustice terrible dont bénéficient les jeunes ultra-orthodoxes qui n'ont pas à mettre leur vie en danger pour la défense du pays, contrairement aux jeunes religieux nationaux, contrairement aux jeunes laïcs. Mais ce qui a été surprenant aujourd'hui, c'est que c'était fait boule de neige en quelque sorte, avec de plus en plus de députés, voire même de ministres, le ministre Ophir Sofer, qui se sont prononcés contre le projet de loi. Donc Benyamin Netanyahou est embarrassé. Et pourquoi c'est lié à ce dont on vient de parler, David ? Parce que si, à cause de l'échec de la coalition actuelle à faire passer cette loi sur la conscription des orthodoxes, les orthodoxes font tomber le gouvernement, ce n'est pas un scénario impossible dans les semaines et les mois qui viennent, et je rappelle que le budget doit être adopté jusqu'à la fin du mois de mars, faute de quoi le gouvernement tombe. Si les partis orthodoxes mettent à exécution leurs menaces, il y aura des élections anticipées, et le président de l'État, Herzog, ne pourra pas gracier un Benyamin Netanyahou, qui certes sera toujours Premier ministre, mais qui sera également chef de parti politique en campagne électorale. Dans ces conditions, Yitzhak Herzog ne pourra pas lui accorder sa grâce présidentielle. Donc c'est très embarrassant, vous le comprenez, pour le Premier ministre. Voilà, l'horloge juridique et l'horloge politique, et effectivement ce parfum d'élection de plus en plus. Merci beaucoup, Dror Even Sapir, devant la Knesset, en direct de Jérusalem. Et c'est l'heure du dossier de la semaine. Le thème, on le rappelle, à l'occasion de la tournée du pape dans la région, c'est la relation entre l'Église et Israël, 2000 ans de tension. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a dressé un historique, les racines de la discorde qui remontent au 1er siècle de notre ère. Aujourd'hui, on va tenter de mieux comprendre peut-être les différents courants de cette religion chrétienne. Loin d'être un bloc uniforme, elle se divise aujourd'hui en 3 branches principales qui structurent le paysage mondial et dont la relation au judaïsme, aux juifs, à Israël, varie assez fortement. Le panorama d'abord en compagnie de Mathieu Winding. D'abord, le catholicisme, le plus important numériquement. Longtemps, l'Église a porté une théologie de substitution. Le peuple juif est perçu comme l'ancien Israël, remplacé par l'Église, avec en arrière-plan l'idée d'un peuple coupable. Tout change en 1965 avec une décision du Concile Vatican II. Le Saint-Siège affirme que les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort du Christ. Il condamne l'antisémitisme et ouvre un dialogue profond avec le judaïsme. Depuis, les papes multiplient les gestes historiques, visites en Israël, prières au mur, reconnaissance de l'État d'Israël en 1993. Mais le Saint-Siège reste souvent très prudent sur la politique israélienne. S'il offre un soutien ferme à la sécurité d'Israël, son attachement est tout aussi fort pour les droits des Palestiniens. La deuxième grande famille est le protestantisme. Ici, il n'y a pas d'autorité centrale, une galaxie d'églises parfois très différentes. Globalement, 2 tendances dominent les protestants historiques, les luthériens ou les réformés, très engagés dans le dialogue interreligieux, souvent critiques d'Israël sur la question palestinienne, mais très investis dans la lutte contre l'antisémitisme. Les évangéliques représentent un courant en pleine expansion, notamment aux États-Unis. Très pro-Israël, souvent pour des raisons théologiques. Le retour du peuple juif en terre d'Israël est vu comme une étape du plan divin. Le soutien est massif, politique, culturel et financier, mais avec un rapport parfois instrumentalisé, centré sur la prophétie, plus que sur le judaïsme réel. La troisième famille est celle des églises orientales et orthodoxes. Elles sont très implantées au Moyen-Orient, les Coptes d'Égypte, les Maronites du Liban, les Syriaques, les Chaldéens et les Grecs orthodoxes. Leur histoire se déroule à quelques kilomètres seulement de celle du judaïsme, mais sans proximité réelle. Théologiquement, il n'y a pas de dialogue
dialogue structuré avec le judaïsme, historiquement très peu de contacts directs. Politiquement, les chrétiens d'Orient sont dans une situation délicate. Les communautés sont minoritaires et souvent prises en étau entre des régimes arabes autoritaires et des sociétés majoritairement musulmanes. Leur relation est finalement plutôt distante vis-à-vis d'Israël. Beaucoup de chrétiens d'Orient adoptent la grille de lecture dominante du monde arabe, solidarité avec les Palestiniens et regard très critique sur la politique israélienne. Cela n'empêche pas des liens ponctuels, notamment avec les maronites du Liban, plus nuancés depuis les années 90. Finalement, avec trois univers correspondent trois regards. Les catholiques engagés dans un dialogue profond avec le judaïsme et prudents sur Israël. Les protestants très divers, mais du soutien passionné des évangéliques aux positions critiques des églises historiques. Et finalement, les chrétiens d'Orient, géographiquement proches d'Israël, mais historiquement distants du judaïsme, souvent marqués par le contexte politique régional. Et on va faire un focus, puisque c'est aussi l'actualité sur les chrétiens d'Orient, des temps difficiles pour eux. Chani Guidaliab, qu'on accueille. Bonsoir Chani. Bonsoir. Alors, héritage ancien, destin brisé, vulnérabilité, on a bien compris, et puis un ennemi commun avec Israël, c'est l'islamisme. Oui, déjà, on va donner quelques chiffres pour comprendre. Il y a à peu près un siècle, ils étaient près de 20% de la population du Moyen-Orient et aujourd'hui, ils ne représentent plus que 3 à 5% de la région. Évidemment, c'est un effondrement démographique qui est lié principalement aux guerres, aux exodes et aussi aux persécutions islamistes. Il y a au total une douzaine de communautés chrétiennes d'Orient. Voilà les plus grandes. Il y a d'abord les Coptes qui sont principalement en Égypte. C'est d'ailleurs la plus grande communauté chrétienne du monde arabe. Il y a les Chaldéens, les Assyriens, les Syriaques, les Melkites, les Maronites, les Grecs orthodoxes, les Arméniens et une petite communauté latine qui est présente notamment en Israël, mais aussi en Jordanie et au Liban. Pour ce qui est des chiffres, il faut savoir que les communautés chrétiennes voient leur situation empirer au fil du temps. Si on s'intéresse déjà à l'Irak, il y avait encore 1,5 million de chrétiens au début des années 2000. Aujourd'hui, il serait entre 250 et 300 000, puisqu'il y a des villes entières comme Karakosh ou Mossoul qui ont été vidées par Daesh. Si on regarde aussi du côté de la Syrie, ils étaient 1,7 million avant 2011. Aujourd'hui, il en reste moins de la moitié. Et pour ce qui est aussi de l'Égypte, je l'ai dit, c'est la plus grande communauté chrétienne du monde arabe. Ils sont près de 10 millions. Et enfin, pour le Liban, eh bien, les chrétiens représentent environ 30% de la population. Ce qui relie toutes ces histoires et toutes ces minorités, c'est évidemment la même menace, c'est la violence djihadiste, puisque c'est une idéologie qui évidemment s'en prend aux minorités. Donc aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens d'Orient regardent Israël comme un pays qui est confronté au même danger existentiel. Effectivement, merci beaucoup Chani Guidalia pour cet éclairage. Et un invité prestigieux qui nous rejoint pour mieux comprendre, c'est le père Patrick Desbois. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre, président et fondateur de l'association Yachad In Onom, qui se bat notamment, on le sait, pour la mémoire de la Shoah. Et vous êtes ancien directeur du service national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme. Alors, un mot d'abord quand même sur le voyage du pape en ce moment au Proche-Orient. Léon XIV qui donne d'ailleurs rendez-vous aux chrétiens du monde entier, de tous les courants, à Jérusalem en 2033. Alors souvent, c'est vrai que quand on entend les différents papes, ils parlent de Jérusalem, ils parlent de Terre Sainte, ils parlent pas d'Israël. En tout cas, c'est compliqué, c'est assez rare. Est-ce qu'il y aurait encore aujourd'hui peut-être un tabou, une réticence à acter ce retour quand même d'Israël dans l'histoire? Pas vous personnellement, évidemment, je parle du Vatican. Non, les relations sont établies. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi le voyage de Jean-Paul II en l'an 2000, puisque déjà à l'aéroport Ben Gurion, il dit « J'arrive dans cette terre où Dieu a planté sa tente », etc. Il est allé au Kotel, il a donné une prière très forte, il a rencontré le gouvernement, il est allé au grand rabbinat d'Israël. Je dirais, il ne pouvait pas plus faire. Et il a surtout, à Yad Vashem, demandé pardon pour tout l'antisémitisme chrétien qui avait été posé. Je dis ça parce qu'il y a eu avant ces actes de Jean-Paul II et après. Et les suivants ne vont pas refaire la même chose, ou alors ça ne servait à rien. Donc on est installé dans une période positive, mais risquée parce que l'antisémitisme aujourd'hui est partout. Moi j'étais récemment au Guatemala, les murs sont placardés de « Vive la Palestine », génocide. Donc on est confronté à une chose tout à fait inattendue, c'est que tout juif maintenant est accablé du terme de génocide. Mais ça a toujours été, les relations ont toujours été mouvementées, mais disons que là, la bourrasque antisémite, moi
Je fais partie de la liste des 10 personnes qui sont classées comme génocidaires par un universitaire à Lyon, donc je comprends bien la marmite. Ouais. Mais là, il n'y a pas de doute du tout sur la relation avec l'État d'Israël depuis fin 93. Cet accord qui a été signé n'a toujours pas été implémenté, entre parenthèses, à la Knesset. Aucun Premier ministre n'a osé le faire voter, je pense, par peur des courants orthodoxes. Ouais, en tout cas, vous dites que le plus dur de la discorde est derrière. Alors, puisque le pape est dans la région, il apporte un message de paix, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez que le Vatican, aujourd'hui, peut vraiment se présenter en tant que médiateur crédible, sérieux, dans le dossier quand même qui nous préoccupe, le dossier israélo-palestinien? Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Et médiateur, ça dépend de ce que vous appelez médiateur. Vous n'aurez jamais une réunion où d'un côté il y aura Abou Mazen et de l'autre côté Netanyahou et le pape au Vatican en train de leur faire tendre la main. Non, on n'est plus dans la même période. Et ces choses-là se pensent plus, je pense, à Washington qu'à Rome. Par contre, ce pape-là, du fait d'être américain, de Chicago, du fait d'avoir été missionnaire 30 ans au Pérou, dans les pays les plus pauvres, a une voix qui porte, et vous voyez, il est assez habile, l'air de ne pas avoir l'air. Je vois à Istanbul, on avait voulu le faire prier dans une mosquée, il a dit non, ça suffit, puis il a continué. Donc moi je sens quelqu'un qui sait où il est, qui veut maintenir l'Église en vie à tout prix et la dynamiser. Il fait ces 2 voyages-là parce que c'était des voyages que le pape François devait faire et qui est décédé avant. Moi, pour le moment, je vois un sans faute. Il sera moins sur les symboles. Je veux dire, il arrive à Istanbul, il y a une limousine qui l'attend. Les journalistes disent « Ah, il monte dans la limousine !» Oui, il s'en fiche complètement. C'est typiquement américain. Il va se mettre là, comme vous voyez dans les images, il est en blanc, d'autres choses avec des tenues plus officielles. C'est un homme aussi qui sait parler. Le fait aussi qu'il est anglophone, pour nous, c'est une révolution. Aucun pape n'était américain jusqu'à maintenant. Moi, quand on l'a élu, je n'en croyais pas mes yeux. Ouais, donc en tout cas, il imprime sa marque en ce moment, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup à vous, Père Patrick Desbois, d'avoir été avec nous ce soir en direct, et demain on s'intéressera. Mais je finirai par une chose, c'est qu'il faut qu'on éduque des 2 côtés, parce que les jeunes chrétiens d'aujourd'hui n'ont aucune idée de cette évolution qu'il y a eu de Nostra Aetate, toutes ces affaires de Jean-Paul II. Pour eux, c'est l'Ancien Testament. Mais les jeunes juifs aussi, qui sont dans les yeshivot et tout ça, qu'en savent-ils? Je ne sens pas du tout une éducation ni d'un côté ni de l'autre. Donc je dirais, si on veut qu'il y ait la paix des 2 côtés, il faut qu'à la base, l'éducation se transmette aussi avec courage, car il faut du courage d'un côté comme de l'autre. Voilà, dialogue réciproque. Merci beaucoup en cours à vous, Père Patrick Desbois, d'avoir été avec nous ce soir. Et demain, donc, ce sera la bataille des lieux saints, notamment à Jérusalem, un sujet passionnant. Allez, une parenthèse sous forme de reportage à présent. Une histoire qui réveille les douleurs du 7 octobre, l'histoire de Shlomo Mansour, pris en otage, souvenez-vous, puis assassiné en captivité à l'âge de 85 ans. Durant de longues décennies, il a vécu avec sa famille dans un havre de paix, le kibboutz de Kissoufim, jusqu'à l'arrivée des terroristes. Et aujourd'hui, cette page se tourne définitivement avec la destruction de sa maison. Démolir pour mieux reconstruire. Les souvenirs, eux, ne s'effacent pas. Reportage signé Maya Buenos avec Eric Fender. הזיכרונות תמיד יישארו. שום דבר לא יימחק מהראש הזה. שום דבר לא נמחק. כן, יש בזה איזשהו אלמנט של מחיקה. ברגע שאתה משטח בית, שהבית קיים, יותר קל לספר את הסיפור. הוא יותר מומחש. בוקר טוב. רציתי לשאול. מה? מה את רוצה לשאול? המזוזות. כן, כדאי שיקחו אותם להוציא אותם? או לגנוז אותם אם אתם רוצים. זה בסדר שהם מורידים? קודם כל זה חשוב אני לא רציתי שזה ייהרס יחד עם התוכן. מצוין. זה האח של שלמה, כשעברנו לפה, בא לשים את המזוזות. לפני כמה שנים זה היה? מעל 40 שנה. זאת אומרת. מעל 40 שנה. Soudain, les mots viennent à manquer. Lorsque l'on accroche une mezouza, on bénit le moment présent. Mais que dit-on lorsqu'on les enlève? Qu'est-ce qui est collecté? Et comment se souvient-on de la séparation?
השלט האחרון, ברוכים הבאים לסוכה. הסוכה האחרונה שנבנתה. אוקטובר 2023. נשארנו שם. ברוכים הבאים. וכל פעם אני אומרת, היינו משחקים עם אבא חושם ולא... ועכשיו אני מצטת, חושם. וזה באמת מזכיר לי איך היינו יושבים פה בספה ביחד אחר הצהריים ומשחקים. איפה מצאת את חושם? בארונות בחוץ. מזל פה זאת הפעם האחרונה שאת רואה את שלמה. כן, כן. כן. זה פעם האחרונה. לא ככה ציפיתם להיפרד מהבית הזה. ציפיתי שאני אתייחס לזה כבאמת כמה קירות וזהו, להוריד, נגמר הסיפור. אבל כשבאמת הזיכרונות הציפו, אז זה כבר היה נתן איזו תחושה אחרת. ולכן זה היה עוצמתי יותר עבורי. גברת מנצור, אני צביקה, אני מבקש את האישור שלך, נתחיל להרוס את הבית. וואו, איך אני לא רוצה לתת לך אישור. אבל התקווה שבונים פה בית חדש. בסדר. תודה. מקבל את האישור. הרסו את הבית, זה חיטוט עמוק בפצע שהוא מסרב להגליד. כשהרסו את החדר הזה שבו אבא ישן, זה היה רגע מטלטל כזה, כאילו לוקחים אותו מהמיטה. ורגע אם לשים את הפוליטיקלי קורקט בצד, מי שהרס לנו את הבית היו ערבים. זה פעם נוספת. וזה להחזיק את עצמך מצד אחד, רגע, לא כולם ככה. או כן כולם ככה, או אני יכול לסמוך, או לא. מה הם חושבים? אם הם צוחקים עלינו עכשיו? זה דברים שהם עוברים, בלי שבאמת תתכוון לזה, בלי שתכננת את זה. הבית הקיבוצי הוא מורכב בעצם מחדר שינה של ההורים וסלון ומטבחון קטן, מטר על מטר. ובמטבח הדל הזה היו נפות הרבה עוגיות ועוגות, וב4 הם היו יושבים לשתות הקפה המשותף עם העוגיות. זה היה הזמן הזוגי שלהם בין היתר, וב4 היינו מגיעים מהבתי ילדים ומצטרפים, והריח של העוגיות היה נכנס פנימה. היינו אוהבים לשחק בגינה, לעשות בוץ ולהתמרח. אבא היה ככה משפריץ עלינו עם הדופייה ושוטף אותנו. ממלכה, ממלכה. זה משפחה, הילדים, נכדים, זה בית. המושג של בית הוא כל כך טעון והרגע של מהו בית, אם עד עכשיו חשבנו שהוא מספק הגנה, הבנו שהוא כבר לא. ובעצם אתה לוקח משהו שאתה הולך לקבור אותו. לא כל הזיכרונות יישארו. זה נקבר שמה, חלק מהזיכרון שלנו. אנשים לא מבינים עד כמה. אין פה שום סגירת מעגל בלהחזיר גופה. כל יום זה פוגש אותנו. בכל מקום אפשרי. ברגע שהחזירו את הגופה, סגרו את התיק של החקירה,
סגרו את המענים שהיו לנו. הרבה דלתות נסגרו, ושום מעגל לא נסגר בעצם. אני חושבת שבאופן אישי אני חיה עם שני אישיות מקבילה. והצד הזה השכלתני הזה, שיודע מה קרה, יודע את החורבן, ואין שום היגיון להמשיך ולחיות משהו אחר. ומצד שני יש דור שגדל, שאני לא רוצה להעביר לו את החורבן הזה. בשבילו אני מקיימת אישיות נפרדת, שבו אני אומרת, חבר'ה, ממשיכים מהאסון הכבד הזה, ממשיכים הלאה, מתרוממים מפה. אפרופו פרויקט הנגרייה. אנחנו ממש מקווים שהוא יצא לשיקום, שיבואו לכאן ילדים, להמשיך לקיים את האהבות הקטנות שלו, גם לראות אנשים נעים, יוצרים, פועלים. אני באמת מקווה שזה יצלח, וייצרו בעץ, וייצרו חיים, וייצרו דמיונות. אוי ארצי מולדתי, הלוואי והיה פה אחרת, בדרכך את אומרת, קשה לי מאוד, עדים האדמה, ותובר בנים התוספת, חלקם סיימו רק בית ספר, חלקם יצאו רק לרקוד. Voilà, et la vie qui va reprendre ses droits. Allez, toute autre chose, si on parlait d'agriculture. Et pas n'importe laquelle, l'agrotech, l'innovation israélienne qui fait revivre, refleurir le désert depuis maintenant quelques décennies et qui s'exporte aux quatre coins de la planète. 9e conférence internationale cette semaine sur les zones arides, parrainée par l'Institut Jacob Blaustein pour la recherche sur le désert de l'université Ben Gurion. Elle se tient cette semaine donc dans le sud du pays avec un an de retard pour cause de guerre. Y participent des universitaires venus du monde entier qui défient donc les boycotts académiques. 1000 participants, 35 pays, 160 intervenants et parmi eux, on a le plaisir d'interroger ce soir le docteur Henri-Emmanuel Ndidi. Bonsoir et merci. Vous êtes médecin-chef de Partners in Health au Malawi. Alors, il est question de sujets essentiels pour l'avenir de l'humanité. On parle d'eau, d'alimentation, d'énergie, de santé, d'éducation, aussi d'écosystèmes. Quelques mots d'abord sur votre présence en Israël quand même cette semaine. Pourquoi ces échanges sont importants ? Merci beaucoup, bonsoir. En effet, je suis en Israël participant à une conférence sur le désert et la désertification. Nous allons parler aussi de la résilience de l'écosystème. Vous comprenez que dû aux changements qui ont lieu dans le monde entier, certaines catastrophes risquent d'arriver à la suite des trois choses que j'ai mentionnées, la désertification, et cela peut amener aussi et être dû au changement de climat. Donc ces choses vont avoir lieu et donc nous essayons de parler de la manière dont les systèmes vont pouvoir assurer la durabilité et la résilience face à de telles catastrophes qui risquent encore d'arriver. Alors c'est ça, votre pays, vous le dites, a subi ces derniers temps des phénomènes climatiques, sécheresse, pluies diluviennes. Est-ce que donc l'expertise israélienne, elle peut vous aider dans certains domaines ? On sait que le désert du Negev, c'est un laboratoire justement pour l'innovation. On peut transposer certains procédés efficacement en Afrique, au Malawi ? Eh bien,
vous devriez comprendre que dans le système de santé, il y a des questions des problèmes de santé qui sont dus à des déterminants sociaux. Par exemple, s'il y a une sécheresse, les gens peuvent ne pas avoir d'alimentation et donc ils peuvent être malnutris. Et donc, il peut y avoir des communautés touchées. S'il y a des cyclones, d'autres choses peuvent être touchées. Cela peut affecter le logement, cela peut affecter la production de nourriture, de systèmes énergétiques. Et donc, tout cela a des effets terribles sur les vies humaines. Si les communautés sont organisées pour réagir à ce type de défis quand ils arrivent, eh bien, il faut essayer donc d'atténuer les conséquences des choses graves qui risquent d'arriver. Et donc, au Malawi, en effet, nous avons vécu certaines catastrophes. Il y a 2 ans environ, il y a eu des cyclones, des inondations. Dans ma zone, il y a eu aussi une sécheresse qui a fait que les gens ont manqué de nourriture. Et donc, tout cela, évidemment, a des effets sur la santé publique. Et donc, il nous faut œuvrer à ce propos. Et pendant cette conférence, nous essayons de discuter pendant cette conférence des moyens pour lutter contre tous ces défis et pour se mesurer à ces catastrophes. Ouais, des échanges productifs et constructifs, on l'imagine. Merci beaucoup à vous, docteur Henri-Emmanuel Ndindi, d'avoir répondu ce soir à nos questions depuis le sud d'Israël. Et autre domaine d'innovation comme promis en Israël, c'est la défense. On le disait dans les titres, le système d'interception de missiles laser Or-Eitan est désormais opérationnel et il sera bientôt livré à Tsahal, une annonce de la direction de la recherche et du développement des armements et infrastructures technologiques, le MAFAT. Or-Eitan va changer la donne sur le champ de bataille. Nous travaillons déjà sur les prochaines générations du système, affirme ainsi de son directeur, Danny Gold. On va poser 3 questions tout de suite à ce propos à un expert. Et on accueille ce soir Guillaume David Deniel. Bonsoir et merci. Vous êtes directeur technologie de défense et relations internationales du think tank Liberté et Prospective. On comprend que la menace numéro 1 quand même pour Israël, ça reste l'Iran. Est-ce qu'on peut imaginer un dôme de laser qui serait capable d'intercepter des missiles très longue portée, capable quelque part de rendre obsolète à terme l'arsenal iranien ? Bonsoir David, merci de me recevoir dans votre émission. Alors, il faut comprendre la défense israélienne comme un dôme qui a plusieurs sections. Il y a la section détection et depuis septembre, il y a des nouveaux satellites qui ont été envoyés par Israël, dont le Ofek 19, pour faire de la détection sur longue portée et que tout soit synchronisé avec, bien sûr, l'Iron Beam, donc le laser, l'Iron Dome, David Sling et Arrow 2-3. Sur les missiles longue portée, il faut bien comprendre que le laser israélien a une portée de 10 km pour l'instant et donc il faudrait propager le signal pour que le signal puisse intercepter des missiles qui à plus de 10 km. Donc s'il y a une amélioration à réaliser, effectivement, c'est sur la propagation du signal pour qu'il aille plus loin de 10 km. Pour l'instant, tout ce qui est missile balistique à plus de 1000 km est laissé à la couche de défense Iron 3 et Iron 2. Effectivement, il y a plusieurs couches. Alors donc, on sait que ce système a mis des années à être mis au point. On sait que les États-Unis ont échoué souvent dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'Israël pourra conserver longtemps son avance technologique à une époque où tout va très vite ? Alors effectivement, tout va très vite, mais c'est là la force d'Israël, c'est-à-dire que Israël doit être efficace et ces systèmes de défense sont réalisés pour être opérationnels. Et lorsque les chercheurs font des recherches, ils le font pour protéger leurs familles, leurs cousins, leurs amis, alors que dans d'autres pays, ils le font parce que c'est simplement une recherche ou un produit qui doit améliorer les défenses d'une armée. Effectivement, Israël a pris une défense parce que c'est le seul système qui soit aujourd'hui opérationnel et testé. Ouais, et en 2 mots pour conclure, on sait qu'il y a de plus en plus d'acteurs, y compris en Israël, au sein de l'industrie militaire, des startups. Est-ce que c'est sain tout ça ou bien est-ce qu'il y a un risque de nivellement vers le bas ? Est-ce que vous pensez qu'en termes de qualité, ça va rester du haut niveau ?
Alors, comme je vous l'ai dit au départ, David, le système de défense israélien a plusieurs composantes, comme le satellite Afek 19 qui a été mis au point en septembre et lancé, qui permet la détection, les missiles Arrow 2-3 qui permettent les interceptions de missiles balistiques longue portée. Donc, il faut comprendre que c'est plusieurs technologies. Donc, c'est un bienfait en fait, qu'il y a plusieurs sociétés qui se mettent à chercher, car il y a plusieurs secteurs à améliorer, de la détection à la propagation du signal. Voilà, donc c'est positif. Voilà, positif. Émulation même, on dirait. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage très intéressant, Guillaume David. Daniel, en direct. Allez, pour conclure, on va se rendre à Paris tout de suite pour y retrouver Anna Papiashvili, notre correspondante. Bonsoir Anna, vous êtes présente alors pour une soirée qui met à l'honneur ce soir les femmes engagées pour Israël. Ça se déroule, ça s'appelle le Dîner des Lions de Juda. Et donc, c'est pas mal de personnalités, dont Bar Raphaëli, notamment le mannequin israélien. Absolument, on aurait pu dire les Lions de Juda, et c'est un événement qui est organisé par le Keren Hayesod de France. On est ici avec son directeur Jonathan Joffé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les femmes ont été si importantes pendant ces 2 années de guerre et que vous voulez leur rendre hommage ce soir? Oui, bien sûr. Alors bonsoir Anna, bonsoir aux spectateurs de I24. On est là à une soirée du Keren Hayesod où mettre en honneur, on a 19 femmes qui vont recevoir le Lion de Juda pour un travail, un soutien aux besoins du Keren Hayesod ces 2 dernières années. Des femmes qui ont fait un travail exceptionnel en étant bénévoles pour le Keren Hayesod, faire des activités, faire des événements chez eux, venir à des soirées, relances téléphoniques, tout ça pour aider les victimes du terrorisme du 7 octobre et spécifiquement le post-traumatisme. Et il y a ici aussi ce soir, il faut le dire, merci beaucoup Jonathan Joffé, David, il y a aussi Shelly Bartov qui est la maman d'Omer Bartov, qui est un ancien otage qui est sorti et qui s'est battu jusqu'ici comme toutes les mères israéliennes et aussi les mères juives de France. Ouais, l'émotion, rendez-vous donc ce soir à Paris et effectivement du beau monde à ce Dîner des Lions de Juda. Merci beaucoup Anna Papiashvili. Voilà, fin de cette grande édition. Tout de suite, Raphaël Hassine vous attend pour Ça se débat avec ses invités. Très bonne soirée sur i24.